Donc pour la première table ronde, je vais appeler deux personnes. Donc Jean-Emmanuel Ray, qui est ici, voilà, donc professeur de droit du travail à la Sorbonne, mais pas que. Là, pas trop loin, oui, pas trop loin de moi. C'est marrant. Les gens ont toujours peur de s'asseoir à côté de moi. Et Basile Gullet, donc, qui travaille à la CNIL, donc, et qui va nous parler de tous les aspects, ce petit mot dont nous avons entendu parler hier, donc, sur la RGPD. Voilà, donc je fais déjà de la publicité pour commencer pour d'abord la CNIL. Donc vous aurez à votre disposition quelques exemplaires, pas tout, donc d'un guide pratique. Voilà, sensibilisation au RGPD. Et une étude que vous avez déjà en ligne sur le Google Drive, mais une version papier, comment permettre à l'homme de garder la main, donc une étude sur l'intelligence artificielle et RGPD. Et puis je fais aussi de la publicité pour Jean-Emmanuel Ray. Pour droit social, oui, merci, c'est vrai, oui, je vois ce que tu voulais dire. Donc le 7 décembre au Collège des Bernardins, quelle place pour les syndicats dans le nouveau modèle social? Tout un programme, donc vous aurez aussi des petits flyers à votre disposition sur la partie documents, car je vous rappelle que pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a une partie documents qui se trouve donc à l'entrée, à côté de l'accueil. Vous avez aussi les revues, les magnifiques revues de la CFDT Cadre. Alors, je vais commencer avec vous, Basile. Donc, la première question, c'est qu'on parle depuis hier donc de ces fameuses données, on parle de RGPD, etc. Est-ce qu'on pourrait expliquer en quelques mots rapides ce qu'est la RGPD et notamment tout le travail autour de... Un mot aussi qu'on entend beaucoup en ce moment dans les entreprises, les analyses d'impact. Voilà. Bien, bonjour tout le monde. Je vous remercie de m'avoir accordé la possibilité d'être là avec vous aujourd'hui. En ce qui concerne le RGPD, c'est très très simple, contrairement à l'impression qu'on a souvent en fait en entendant cette expression. Il s'agit du règlement européen sur la protection des données, donc, qui a donné le RGPD. Quelques mots sur la forme de ce document et quelques mots sur son contenu. En ce qui concerne la forme, la France est l'un des pays qui a innové avec la législation, la réglementation en matière de protection des données. La France a un passé de 40 ans de l'existence d'une loi spécifique spécialisée sur la protection des données. Assez rapidement, on s'est rendu compte que le besoin d'encadrer, de réglementer ce genre d'activité était partagé entre tous les pays de l'Union européenne. Donc, une quinzaine d'années après l'entrée en vigueur de la loi française sur la protection des données, l'Union européenne a adopté une directive qui obligeait tous les États membres à légiférer en la matière. Donc cette directive, elle datait de 1995 et son objectif était de uniformiser, un petit peu d'harmoniser ce qui se passait dans toute l'Union européenne pour la protection des données. Sauf qu'on s'est assez rapidement rendu compte de deux choses. La première chose, c'est que cette directive datait de 1995, qui correspondait un petit peu au début de l'Internet, et on a vu une effervescence, émergence en fait de plein de choses nouvelles depuis. Première chose. Et deuxième constat qui a été fait, c'est que les directives laissaient aux États la possibilité d'adopter leur législation interne à des objectifs qui étaient fixés par la directive, ce qui fait que au lieu de harmoniser pleinement les choses, il y avait en fait des nombreuses divergences en fait sur la manière dont ça a été fait dans chaque État. D'où l'idée d'introduire, c'était une sorte de troisième étape, après donc les législations nationales isolées, après la directive qui a essayé d'uniformiser mais qui n'est pas allée jusqu'au bout. D'où la troisième étape, c'est un instrument qui est connu comme le RGPD, qui est un règlement, c'est-à-dire un instrument qui s'applique directement dans chaque État membre sans besoin d'être traduit ou transposé en fait par le législateur, et qui unifie pour le coup, pour de vrai, les règles applicables en la matière. Donc il les met à jour et il les unifie. Ça, c'est pour le côté forme. Et en ce qui concerne le fond, et c'est ça évidemment en fait le gros enjeu de ce nouveau dispositif, on a souvent tendance à le présenter comme une véritable révolution dans la protection des données. Ce qui n'est pas exactement le cas, parce que la plupart des choses, la plupart des principes qu'il consacre ne sont pas vraiment nouveaux, ils existaient déjà dans la loi française sur la protection des données.
Il en est notamment ainsi pour l'idée que chaque traitement doit poursuivre un objectif spécifique et licite. C'est ce qu'on appelle le principe de finalité. Il en est ainsi de l'idée que lorsque un traitement est mis en vue de poursuivre un objectif, on ne doit collecter que les données strictement nécessaires pour poursuivre cet objectif et pas n'importe quoi. C'est le principe de minimisation des données. Il en est ainsi du principe de la transparence, qui veut qu'à chaque fois qu'on traite les données des gens, que les personnes concernées soient informées de ce qu'on fait de ces données. Il en est ainsi des droits individuels qui existent pour chacun d'entre vous, pour tous les gens en fait, dont les données peuvent être traitées concernant en fait, ce traitement, et pour nombreuses autres choses, notamment l'obligation qui est faite aux responsables de traitement de protéger, de sécuriser ces données, de ne pas les détourner de l'usage initial qui a été prévu, etc. Donc toutes ces règles-là, elles figurent effectivement dans le RGPD, mais c'était déjà en fait le cas avec la législation française qui existe depuis plus de 40 ans maintenant. Il y a eu bien évidemment des choses qui ont changé. Tout d'abord, il y avait une grande évolution dans la logique de ce texte, parce que de la logique d'un certain encadrement par les institutions de contrôle, telles que la CNIL, on est passé à une logique de responsabilisation interne de chaque personne qui traite les données. Concrètement, comment ça s'était passé? Dans la loi informatique et liberté antérieure à 2018, il y avait l'obligation d'accomplir ce qu'on appelait des formalités préalables auprès de la Commission. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on devait mettre en place un traitement quelconque, on devait normalement soit avertir la Commission du fait qu'il existe, donc on appelait ça la déclaration, soit il fallait demander une autorisation carrément à la Commission pour des traitements portant sur des données susceptibles d'engendrer des risques pour les droits et les vies privées des personnes. Donc ces exigences-là, l'exigence d'informer la Commission par voie de déclaration ou de lui demander des autorisations pour tel ou tel traitement, elles étaient carrément supprimées dans la plupart des cas, sauf un cas très particulier qui est le domaine de la santé où les demandes d'autorisation sont maintenues, vu les enjeux importants dans ce domaine. Et en revanche, à cette logique donc d'obtenir un accord ou d'informer la Commission pour qu'elle puisse réagir le cas échéant s'il y a quelque chose d'anormal dans le traitement, est substituée désormais une logique de réflexion interne, quelque chose qui doit être mené au sein de l'organisme, éventuellement en concertation avec d'autres acteurs, les personnes concernées, l'officier à la protection des données, etc., qui joue le rôle d'un certain mécanisme de conformité, un peu dans la même logique que ça se passe en fait pour des obligations en matière financière ou de sanitaire, etc. Donc comment ça se traduit concrètement, cette nouvelle logique? Eh bien, par l'exigence de documenter le processus de réflexion, l'exigence de mener un processus de réflexion à profondeur variable selon les enjeux du traitement. Notamment, c'était l'introduction du concept de PIA, Privacy Impact Assessment, qui est traduit en français comme analyse de l'impact sur la protection des données, AIPD. On a eu la création de l'obligation pour certaines entreprises de mettre en place un poste qu'on appelle le DPO, l'officier à la protection des données. On constate en fait que dans le règlement, il existe des obligations de tenir un certain nombre de registres, des registres de traitement, une sorte de liste de tous les traitements qui existent au sein d'une société, et d'autres obligations de ce type. Mais du coup, on assiste à un renforcement des obligations déjà existantes, parce que la transparence était déjà voulue, elle existait déjà. Les autres principes cités également. On assiste à quelques précisions
Toutefois, la logique reste exactement la même que celle qui existait déjà avant. Donc ce n'est pas vraiment une grande révolution, c'est quelque chose qui existait déjà. Et évidemment, comme il y a pas mal de questions qui se posent sur la période transitoire, la CNIL actuellement a une logique d'accompagnement de tous les acteurs, que ce soit les entreprises qui mettent en place ces traitements ou les personnes concernées par ces traitements. L'idée étant de fournir des réponses, soit sous forme de référentiels, guides, etc., en fait, qui expliquent ce genre de choses, qui font une espèce d'œuvre de pédagogie en fait, à destination des acteurs concernés, soit en répondant à des demandes individuelles, soit des demandes d'aide, de conseil, de renseignement, soit en instruisant en fait, des demandes de contrôle ou de plainte. Voilà en quelques mots, donc avec l'idée forte que ce n'est pas vraiment une révolution, un chamboulement, une rupture avec ce qui existait déjà, c'est vraiment un renforcement de quelque chose qui fait partie de la tradition juridique française depuis 40 ans maintenant. Donc c'est vrai que souvent, si je me fais l'avocat du diable, souvent on entend, quand il y a des documents qui sortent sur la protection des données, comme ça, certains défenseurs d'intelligence artificielle qui disent que c'est un frein, donc pas de données, en gros, pas d'IA. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous répondez à ça, vous ? Alors peut-être une petite précision terminologique. Avant tout, on parle souvent de l'intelligence artificielle. Alors, j'imagine que le sujet a été largement abordé hier et il va encore l'être aujourd'hui. Pour ma part, j'ai souvent constaté que les gens, quand on parle de l'intelligence artificielle, pensent à des scénarios, des films un petit peu futuristes où on voit en fait un ordinateur qui réfléchit comme une personne humaine, qui réagit comme une personne humaine, qui est capable de traiter un peu de tout. En réalité, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une utilisation de ce terme dans des situations qui sont beaucoup plus sur des hypothèses beaucoup plus limitées, sur des logiciels qui peuvent faire, somme toute, relativement peu de choses, enfin qui sont extrêmement spécialisés pour la plupart et avec des résultats avec une efficacité souvent variable. Alors, en gros, en fait, il y a plusieurs manières de définir l'intelligence artificielle qui peut englober des systèmes aussi divers que les systèmes experts. C'est en gros un algorithme qui est rédigé par une personne humaine et qui dit dans une telle situation, l'ordinateur va réagir de telle manière, dans une telle autre situation, il va réagir de telle autre manière. Ça, c'est le cas des systèmes experts. On a aussi des algorithmes d'apprentissage automatique qui peuvent être supervisés ou non supervisés. En gros, c'est un algorithme où on fournit à l'ordinateur un certain nombre de données, un certain nombre d'exemples, par exemple d'images ou par exemple de dossiers d'octroi de crédit, et on lui dit voici un millier de dossiers de crédit qui ont été octroyés, voici un millier de dossiers de crédits qui ont été refusés. On ne va pas t'expliquer comment ça fonctionne, tu étudies les deux tas, tu essaies de trouver en fait ce qu'il y a de commun dans les deux et tu essaies de reproduire cette décision à l'avenir. Donc ça, c'est un peu le cas des systèmes d'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, donc des logiciels qui peuvent faire une seule chose, donc soit jouer aux échecs, soit reconnaître des tumeurs à partir d'une série de photos, soit reconnaître la voix et la transcrire sous forme de texte, soit reconnaître des visages de telle ou telle personne à travers des images vidéo, etc. Mais c'est en général une seule tâche à la fois et pas du tout une généralisation, un peu comme on voit ça dans les science-fiction. Et donc du coup, effectivement, pour certains types de ces algorithmes, donc pour les algorithmes d'apprentissage, souvent on parle de neural networks, d'apprentissage donc supervisé ou non supervisé, on a effectivement besoin de données d'entraînement. Pour que le logiciel fonctionne, il faut l'entraîner en fait sur des données. Mais ça reste un outil qui porte sur les droits des personnes, sur les données des personnes. Ces données peuvent être sensibles parfois, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, accès au crédit, des données de santé, éventuellement des choses sur les opinions politiques, syndicales, etc.
Comme toute donnée, et notamment comme toute donnée sensible, elles sont soumises à un certain nombre de règles telles que évoquées tout à l'heure. Donc on n'a pas une interdiction en fait, de fournir des données à des systèmes qui en ont besoin, notamment des systèmes d'intelligence artificielle, mais on les encadre. Et les principes de ces encadrements sont communs en fait, avec les traitements tout à fait classiques que vous pouvez avoir dans le domaine RH ou que vous pouvez avoir dans la gestion de clients ou autre. C'est le principe de minimisation de données, de ne pas nourrir au logiciel tout et n'importe quoi, mais de bien sélectionner en fait, les données qui sont collectées et qui sont nourries au logiciel. C'est l'idée d'être transparent avec des personnes, à chaque fois en fait, qu'un tel traitement est mis en place, vraiment informer les gens sur à la fois les droits qu'ils possèdent à l'égard de ce traitement et le fait que le traitement existe et ses caractéristiques essentielles. C'est les obligations de sécurité et de protection de vie privée des personnes par défaut, dans la manière même dont ça fonctionne, et avec deux peut-être dispositions, enfin deux choses assez spécifiques à la question de l'IA. C'est tout d'abord la question des billets dans la décision algorithmique, parce que très souvent, en fait, quand un ordinateur apprend sur un jeu de données, il peut récupérer les billets qui sont traduits en fait, par ce jeu de données. Un exemple classique, c'est la rémunération homme-femme. Ou un autre exemple typique, c'est l'accès, la parité homme-femme dans l'accès à certains postes à responsabilité. Par exemple, un système de recrutement qui vise à trouver automatiquement la meilleure candidature de toutes celles qui sont enfin, parmi les gens qui ont postulé à un tel poste. Si on lui nourrit un set historique de données sur des gens qui ont accédé par exemple au poste du directeur général de quelque chose, si dans ce jeu de données on a une forte tendance à n'avoir que de profils masculins, le logiciel est tout à fait susceptible de reproduire en fait ce billet et en dehors de toute considération sur les compétences et sur les qualités des personnes, reproduire la même injustice en fait que celle qui lui a été fournie à titre d'exemple. Donc on a ce grand point de vigilance avec les systèmes d'intelligence artificielle. Là encore, il ne s'agit pas d'empêcher de tels systèmes d'exister, mais vraiment d'encadrer, de sensibiliser les responsables de traitement à ce risque et de les obliger en fait, à agir de manière à l'exclure ou à le limiter. Et deuxièmement, il y a des règles spécifiques dans le RGPD, et là encore, on ne fait que reprendre ce qui existait déjà dans la législation française avant. Ce sont des règles sur la décision individuelle automatisée qui font que, en substance, parce qu'effectivement, on peut aller un peu plus en profondeur et voir des hypothèses un peu plus précises, en substance, une personne humaine a droit d'avoir une décision humaine. Donc, ne pas avoir qu'une décision fondée sur quelque chose qui est décidé par l'ordinateur, sauf cas très spécifiques. Et en gros, cela implique que lorsque un système, notamment basé sur l'intelligence artificielle, peut prendre des décisions juridiques ou significativement affectant la personne concernée de manière complètement automatique, il faut que cette personne soit très bien informé sur la manière dont ça fonctionne et qu'il puisse obtenir l'intervention d'un être humain derrière cette décision pour pouvoir la contester le cas échéant. Donc ça, c'est les deux points peut-être de vigilance spécifiques pour les traitements qui portent sur l'intelligence artificielle, mais effectivement, on ne les interdit pas, on les encadre, et on les encadre avec l'idée de protection des intérêts des personnes concernées. Alors c'est vrai, quand la RGPD est arrivée, voilà, les chefs d'entreprise ont regardé un petit peu les textes et ils ont retenu vraiment une chose importante, hein, amende pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros. Voilà. Donc en gros, le raccourci a été rapide, CNIL égale sanction. Que ça ? C'était une très bonne publicité parce que du coup, en fait, beaucoup de gens se sont intéressés à la question de la protection des données. Donc finalement, c'est une très bonne chose. Après, la logique actuelle de la Commission nationale informatique et liberté, c'est plutôt d'accompagner les gens. C'est plutôt de promouvoir en fait une certaine culture de protection des données.
qui est souvent marginalisé au profit d'autres considérations plus pressantes, enfin en tout cas perçues comme telles par les responsables de traitement. Mais la CNIL est avant tout un organisme qui souhaite propager en fait certaines valeurs et certaines idées dans tous les milieux concernés. Du coup, en ce moment, l'accent est vraiment mis sur l'accompagnement des acteurs, mais tous les acteurs, pas que les entreprises, des collectivités territoriales, des organisations syndicales, des personnes concernées. Dans ce cadre-là, on essaye de publier des guides, tantôt qui s'adressent à un public spécifique. Par exemple, j'en ai ramené un, j'en ai parlé tout à l'heure à Jérôme, vous pouvez trouver ça sur le site de la commission en téléchargement gratuit. C'est un guide des TPE-PME. Pour comment réagir face au RGPD, quelles sont les obligations principales, comment s'y retrouver, par quoi commencer, concrètement quoi mettre en place en fait, pour être en conformité. Ou encore des études plus ponctuelles comme celle-ci, qui est disponible, si je comprends bien, sur Google Drive de ce colloque, qui est consacré pour le coup aux enjeux des algorithmes. Algorithmes, prise de décision automatisée, intelligence artificielle et le big data. En gros, oui, actuellement, c'est pas du tout que des sanctions, loin de là, c'est beaucoup d'accompagnement. Évidemment, des sanctions quand il le faut, ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour faire respecter la loi, mais surtout un grand effort d'accompagnement des personnes concernées. Merci beaucoup. Je me tourne vers Jean-Manuel Ray. Donc le droit, l'intelligence artificielle, mariage impossible? Non. Alors Jérôme a commencé en vous disant on va faire un peu de droit. Donc là, vous êtes tous dit, bon, on va pouvoir continuer notre nuit. Donc je vous encourage à la poursuivre. Parce qu'évidemment, quand on dit un prof de droit, en plus à la Sorbonne, pour parler d'IA, si vous voulez, c'est une forme d'oxymore, quoi. D'oxymore. On fait son droit comme on fait ses dents de sagesse. Et si Monsieur le Président me le permet, avant de démarrer, j'étais pas là hier, mais ça fait un bout de temps, et je félicite la CNIL. Il vous a pas échappé qu'on avait beaucoup de chance d'avoir la CNIL. Pas un shérif qui menace, qui dit « si tu fais ça, je te colle en tôle ». En un mot, la CNIL a compris depuis X temps, et on doit ça beaucoup à sa présidente, Isabelle Falque-Pierrotin, qu'il fallait accompagner une culture. Il ne fallait pas faire du droit, faire du contentieux. Et ça, je crois qu'il faut remercier la CNIL de savoir accompagner les entreprises et ne pas jouer les shérifs comme d'autres autorités administratives indépendantes l'ont fait. Donc là, je vais me faire engueuler par Jérôme, mais je m'en moque, j'ai le micro. J'étais pas là hier, mais ça fait un certain temps que je m'intéresse à l'informatique, parce que dès que c'est né, j'étais proche de ces milieux-là, et je voudrais vous faire partager 4 points. Et donc, Jérôme, c'est que le quatrième, c'est sur le RGPD. Mais les trois premiers me paraissent plus importants que le dernier. Premièrement, j'ai le bonheur d'être fonctionnaire et de faire cours à la Sorbonne à des juristes et à l'école des mines, à des mathématiciens, des probas, stats, probas, maths, etc. Et je peux vous dire que ça, c'est le premier point que je voudrais souligner. Il y a un problème de logiciel entre eux. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que si jamais on est chacun dans notre tunnel, le juriste, il fait du droit du travail, le DRH, il fait des ressources humaines et le DSI, il fait de l'informatique, le RGPD va planter, mais complète chez complète chez complet. Donc ça, c'est la première remarque, c'est on n'est pas câblé pareil. Alors, je m'adresse aux rares juristes qui sont dans la salle. Tout le monde sait que si on est devenu juriste, c'est qu'à compter du CE1, les maths, stats et les probas, c'était pas notre truc, d'accord. Donc, et on regardait les bacs C en disant, eux, ils sont intelligents, eux, ils sont forts, nous, on est une science sociale, quoi. On est tout mou, quoi, voilà. Bon. Eux, c'est prestigieux. Et ça a une importance redoutable en entreprise. C'est que si jamais on ne se bouge pas côté juriste et on ne se bouge pas côté RH, c'est le DSI qui va prendre le pouvoir. Il y a un enjeu de pouvoir considérable avec l'IA. Et c'est pour ça que dans le master que je dirige, qui est un master développement humain et droit social, il y a des cours d'intelligence artificielle, d'informatique, etc. Et comme il y a des cours de finance, d'accord, il faut, grosso modo, si on veut que ça marche, il faut se comprendre. Comprendre, c'est comprendre, c'est prendre ensemble. Si jamais on est dans notre truc, et je ne pense pas que la CNIL me désavouera, on voit, quand on arrive dans l'entreprise, on voit le DRH qui dit « moi j'ai des problèmes très particuliers de recrutement », et puis le DSI qui dit « vous inquiétez pas, il ne comprend rien du tout bon. ». Il faut, quand on fait du RGPD, il faut impérativement faire ça à 3. Le DSI,
le RH, recrutement, et le DRS. Et le DRS qui va négocier avec les syndicats. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre titre d'aujourd'hui, c'est un super bon titre. Moi, je le transforme en « même pas peur ». Si jamais vous arrivez en faisant peur au DSI, en faisant peur au DRH et peur aux salariés avec la robotisation, on y reviendra sans doute, ça va bloquer partout, ça va bloquer sur le plan individuel, ça va bloquer sur le plan collectif. Ça, c'était la première remarque. C'est le bourgeois gentilhomme. Quand vous parlez de RGPD à un DRH classique, il vous dira « cela doit être beau puisque je n'y entends goutte ». Et résultat, le DSI insiste en disant « contrairement à tes sciences sociales, la psycho, la socio, mon grand, 1 et 1, ça fait 2 ». D'accord ? Tous tes trucs, c'est du baratin. Avec l'IA, tu vas voir ce que tu vas voir. Et donc là, il faut que les DRH et les DRS et les juristes en droit social disent « écoute, tu es certainement beaucoup plus intelligent puisque tu as fait le bac C, d'accord ? Mais malgré tout, tu vas me dire comment fonctionne ton truc. » Sans ça, c'est le pouvoir algorithmique, on pourrait dire, d'accord, va décider, et ça, c'est très, très mauvais. Donc, même pas peur. Et j'insiste, et ça se retrouve dans le travail, si on commence sur l'opposition, parce que si vous connaissez l'entreprise, il y a quand même des oppositions entre les services informatiques et les services RH. C'est pas le même logiciel. Si on commence là-dessus, c'est foutu. C'est comme en droit du travail, si on commence par opposer la loi et le contrat, on est juste mort. Bon. Deuxième remarque, et c'est là où pour moi c'est compliqué, et pour nous tous c'est compliqué, et pour vous certainement aussi, c'est que moi je suis prof de droit du travail. L'IA, elle est au carrefour de 4 droits, et ça nous met mal à l'aise. Elle est au carrefour du droit du travail classique, en un mot, contrôle des horaires, etc. Okay. Elle est aussi au carrefour, évidemment, du droit de l'emploi. Ça veut dire que ça va impacter, par la robotisation, on y reviendra, ça va impacter la formation, la compétence, et puis sans doute, peut-être aussi, ça nous fera augmenter notre chemin. Donc il faut nous préoccuper non seulement des CDI qui sont insiders, mais il faut nous préoccuper aussi des gens qui vont soit dégager, soit qui sont déjà dehors, les outsiders. Et ça, le droit du travail n'est pas très outsiders. Bon, pas très. Bon. Troisième droit, le droit de la formation. Et là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la loi du 5 septembre, il fallait impérativement se bouger sur les compétences, la formation. C'est fondamental, les parcours professionnels. Et puis évidemment, le dernier truc, c'est on passe, et là, c'est côté syndical, c'est plutôt un regret que je partage, mais ça, c'est les vieux qui n'ont pas compris la beauté de la nouveauté. Ça vient de sortir, c'est la rose de Ronsard. Hier, je n'étais pas né, donc tout ce qui est avant moi, c'était pour les vieux. Voilà, bon. Donc ça donne quoi ? Ça donne, on est passé d'un droit collectif du travail à un droit de la personne au travail. Et ça, si on ne comprend pas ça, et si on ne comprend pas que l'informatique permet justement cette personnalisation de masse, on passe à côté de l'essentiel. Moi, je forme depuis 30 ans des jeunes de 20 ans. Je peux vous dire qu'ils ont changé. Mais vraiment, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Bon. Parfois, ils me regardent en disant « bon, c'est bien, il en faut, mais bon, il est plus de chez nous, voilà, bon. » Et méfiez-vous, les insoumis ne sont pas là où on croit. En un mot, moi, la moitié de mon amphi, il dit « moi, le salarié à vie, c'est pas mon truc, d'accord ? Je ne suis pas le chien, je suis le loup de la place de la Fontaine. » En un mot, il se passe des trucs vraiment très profonds dans la société, d'accord ? Et l'informatique permet cette individualisation, d'accord ? Enfin, évidemment, c'est pas vous que je l'apprendrai, parce que c'est le thème de votre conférence, c'est le droit de la donnée, c'est sans doute plus important aujourd'hui que hier, c'est au moins aussi important que la santé physique dans les usines métallurgiques, d'accord ? C'est du même ordre en termes de risque pour les libertés. C'était le second point, ça ne vous a pas échappé. Troisième point, et là je vais donner la parole à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, Bill Gates. Il a dit quelque chose de très important sur l'IA. Il n'a pas parlé de l'IA, mais c'est autre chose. Il a dit « on surestime toujours le changement de nouvelles technologies à court terme, on sous-estime le changement à long terme ». Ouais. Si vous êtes dans l'entreprise, si vous vous intéressez un peu à ça, tous les consultants, vous savez, c'est le marketing de la peur. Ah, t'as pas ça ? Ah bon, mais tu sais que tous tes copains font ça. Ah. Donc ça veut dire que si dans un an, tu n'es pas digital, tu es juste mort, d'accord ? Bon. On surestime le changement à court terme, on sous-estime. Et là, je ne sais pas, je vais pas reprendre tous les exemples que c'est par cœur. On aurait dit à un consultant en IA, il y a des porteurs d'eau à Paris, qu'est-ce que tu me proposes pour les porteurs d'eau en 1830 ? Il dira, ils vont porter plus d'eau et plus vite. D'accord ? Et bon, d'autres ont inventé des tuyaux. Bon. Si on avait proposé, c'est Ford qui l'a dit, Henry Ford, il a dit, j'aurais demandé à mes clients, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il m'aurait dit, je veux des chevaux qui sont plus rapides. Et je n'aurais pas inventé l'automobile. En un mot, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là qu'on a du mal à comprendre, au moins ma génération,
c'est que ce n'est pas une transformation, et là, ce n'est pas du baratin, c'est une disruption. En un mot, la transformation, c'est partir du passé et puis faire améliorer le passé. Non, justement, les vrais disrupteurs, ils prennent le passé tel qu'il est et ils rompent le passé. Et c'est là où on voit, il y a des enjeux considérables. On voit très bien à court terme, parce que c'est notre vision, et on ne voit pas à long terme, grosso modo, c'est le proverbe chinois, quand le vent se lève, il y en a qui font des murs, il y en a qui font des moulins. Et instinctivement, ma génération fait des murs en disant c'est un changement trop puissant. Dernière chose, et je rassure Jérôme, j'ai fini, le RGPD. Alors le RGPD, c'est une bonne nouvelle, ça prouve que l'Europe n'est pas morte. C'est une excellente nouvelle. Deuxièmement, c'est un règlement, ce qui est une autre bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas la France dans son coin, etc. On a un règlement uniforme pour tous les pays d'Europe. Ça veut dire que par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres pays, on a une vision globale de la protection des données personnelles. Et ça, c'est une idée géniale. Les données personnelles, ça ne peut plus être national, d'accord ? C'est forcément transnational. Deuxièmement, pourquoi ? C'est pour ça que moi, je suis très admiratif de ce que fait la CNIL, parce que moi, j'avoue que l'ampleur de la tâche me sidère. Pourquoi ? C'est que, on est au tout début des objets connectés. Alors, je ne sais pas si vous faites un examen de votre propre sort en dehors de l'entreprise. Vous avez des cartes de magasin, des cartes de péage, des cartes bleues, des machins, des badges. Calculez ce que votre banquier peut savoir sur vous et mettre en ligne, enfin, et mettre dans un algorithme pour savoir quelles sont vos tendances éventuellement politiques, sinon syndicales. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'est qu'au début de l'IA, mais qu'au début du début du début. Et la preuve, c'est qu'il n'y a que de l'IA faible. L'IA forte, c'est pour les fantasmes. Deuxièmement, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça, si vous êtes là, c'est que vous le savez déjà. C'est qu'avec l'informatique, il y a deux trucs qui sont inhérents à l'outil. Rappelez-vous, là, ça va être la séquence émotion, vous y êtes, d'accord ? L'agent de maîtrise, il y a 50 ans. Ah, l'agent de maîtrise, il se baladait, il dit qu'il avait le dos tourné, on discutait entre nous. En clair, c'est une personne humaine. Maintenant, j'ai plus d'agent de maîtrise, j'ai plus de charge sociale, j'ai plus de personnes qui étaient prêtes à micro-négocier avec tous ses collaborateurs pour que ça tourne, quoi, d'accord ? Maintenant, j'ai donné un portable, un téléphone et un portable ordinateur. Et une voiture pour ceux qui sont commerciaux. Résultat, la collecte des données, je n'ai pas à la provoquer, elle se fait automatiquement, tout le temps, jour et nuit. La collecte est inhérente à l'outil informatique. La mémoire d'ordinateur est inhérente à l'outil informatique. Et c'est ça le changement. C'est que je n'ai pas à demander à quelqu'un, tu vas me suivre, machin, j'ai rien à faire. Si on me dit, celui-là, il faut t'en occuper, j'appelle toutes les données. Alors, je demande à mon camarade de la CNIL de ne pas écouter, ça ne se passe pas toujours comme vous le dit la CNIL. D'accord ? La CNIL dit, oh, c'est très vilain d'aller regarder les données personnelles. Bon, mais quand on fréquente les DSI, ils vous diront, quand on s'embête, c'est tellement rigolo d'aller farfouiller. Non mais, je veux dire, il n'y a pas que le droit dans la vie, il y a la vie, d'accord ? Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir, avant tout, et je pense qu'on sera d'accord, il faut avoir une culture de données personnelles. Quand je vois mes jeunes étudiants avec se mettre à poil sur leur page Facebook, etc., il ne faudra pas qu'ils pleurnichent ensuite de dire « Ouh là là, je n'ai pas été convoqué à l'entretien, tous mes copains y ont été ». Bah évidemment, si tu es apparu en disant « salopard de banquier » sur sa page Facebook, tu ne rentreras pas BNP Paribas, d'accord ? Bon. Mais je veux dire, il faut appeler un chat, d'accord ? Bon. Il faut dire à nos jeunes générations, et à nous aussi, parce que les générations, finalement, parfois, ils sont plus avancés que nous, ils savent les risques, bon, qu'on ne s'expose pas, parce que, et là, je rentre sur la RGPD, on me dit, et c'est parfaitement vrai, moi je partage à 100%, et on est fiers d'être, là, pour le coup, on l'a déjà souligné, la France est le premier pays du monde, d'accord, à se doter d'une protection informatique et liberté. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais je prends un exemple, et je me retournerai après vers mon camarade de la CNIL, le recrutement. Le recrutement, c'est quand même important, d'accord ? Comment ça se passait avant ? On mettait une annonce dans un journal, on avait 150 lettres, on les ouvrait, on regardait un peu la graphologie à tout hasard, bon, avec ce que vaut la graphologie, c'est-à-dire presque rien, bon. Et puis après, on disait, oh ben on va le convoquer, il a une bonne tête sur sa photo, bon, puis il a un bon diplôme. Bon. Aujourd'hui, alors, n'écoutez pas, ça va vous déprimer. Vous êtes prévenus. Hein, bon. Comment ça se passe dans la vraie vie ? Je ne parle pas de la théorie, je parle de la vraie vie. Et la CNIL n'y peut rien. Même vous, peut-être, j'ose à peine le dire, Oresco référence. Même vous, si dans votre entreprise, dans votre fédé, dans votre union locale, on recrute un petit jeune, est-ce que vous ne serez pas tenté d'aller faire un petit tour ? Allez, on va rigoler, on va taper son nom sur Google, et ça sort des trucs super intéressants.
Surtout s'il a des trucs assez open. Alors, du côté de la CNIL, on vous dira, mais c'est quoi cette collecte de données personnelles, qui porte en plus très souvent sur les données sensibles, hein. Le type, il me dit, oh, j'ai eu un accident de ski, puis en ce moment, je suis déprimé. C'est très intéressant, ça, quand même. Bon, données de santé. Puis aussi, il y a même certains d'entre vous, peut-être, ou plutôt des jeunes, qui disent, j'adore la CFDT, d'accord, bon. Sur un truc ouvert, c'est sympa, bon. Mais en termes de recherche d'emploi, c'est pas peut-être le Graal. Bon. Tout ça pour vous dire quoi ? C'est que les pratiques d'entreprise et les pratiques individuelles, c'est là où quand on est chef d'entreprise, on est mal. C'est que le chef d'entreprise donne des règles RGPD bien carrées, etc. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe ? Ben, excusez-moi, mais la vraie vie, c'est ça. Automatiquement, on va sur LinkedIn. Automatiquement, d'accord ? Et on est dessus. Et on voit des trucs. Et là, c'est là, il ne faut pas charger les entreprises. Si vous avez des personnes, c'est comme dans l'entretien. Vous me dites, mais comment tu sais qu'il a eu tel problème de santé ? Lors d'un entretien, quiconque en a fait, sait très bien qu'on ne demande rien au candidat. C'est lui qui vous dit, et d'ailleurs, tu sais, en ce moment, je suis en plein divorce, ça ne va pas du tout. En un mot, il n'y a pas que les entreprises qui regardent par le trou de la serrure. Vous avez des entretiens qui sont éminemment personnels. Et ce que je suis en train de vous dire, vous l'aurez compris, c'est qu'aujourd'hui, le mélange vie privée, vie professionnelle, pour la jeune génération, il est absolument total. Et donc là, on me dit, tu dois séparer les données personnelles, données professionnelles. C'est très compliqué à faire, très compliqué. Alors, que le RGPD fasse du bon boulot, il fait de l'excellent boulot. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que la nudité numérique, qui est le propre des réseaux sociaux, moi j'appelle ça plutôt des réseaux caniveaux, mais peu importe. Bon. Ça veut dire qu'en termes de contrôle par la CNIL, c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Et j'en termine par le fait, et là c'est le juriste qui va terminer quand même par un peu de droit tout de même, la CNIL nous a très bien décrit, en fait, la CNIL était grosso modo devenue un super coffre-fort. D'accord ? On lui balançait toutes les déclarations, d'accord ? Elle mettait ça en pile virtuelle, et puis on disait, côté entreprise, en disant, ça y est, on a déclaré notre vidéo, on a déclaré nos badges, etc. Aujourd'hui, c'est extrêmement lourd côté entreprise, parce qu'elles sont, je crois qu'on est d'accord dessus, elles sont responsabilisées. Mais juste un exemple pour terminer là-dessus sur le RGPD. 2 exemples. J'ai des caméras. Je vous rappelle qu'on aime ou on n'aime pas les caméras. Dans certaines boîtes, il faut des caméras. D'accord ? Sans ça, c'est même pas la peine de continuer la production. Bon. Donc, il y a des caméras. Avant, je faisais une déclaration à la CNIL, elle me disait oui, non, elle ne me répondait pas, c'était bon. Maintenant, elle ne me dit rien. Je mets mes caméras. Et c'est à moi, et je parle sous votre contrôle, hein, c'est à moi d'analyser, est-ce que mes caméras ne sont pas trop intrusives, là où elles sont placées, est-ce qu'il n'y en a pas assez, est-ce qu'il y en a trop ? Et très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je chope un salarié en train de voler. Qu'est-ce qui va se passer ? Avant, j'arrivais côté entreprise au prud'homme, et je disais, écoutez, j'ai fait une déclaration, voilà, j'ai tout bien, finalité, respect. Là, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, si vous avez une réponse, ça m'intéresserait, parce que moi, j'avoue, je suis en difficulté quand on me pose la question, y compris côté syndical. Il a mis tant de caméras. Avant, c'était il a déclaré, on la bouclait. Maintenant, il me dit, de toute façon, je pense que je suis dans la proportionnalité. Et bon, grosso modo, en termes probatoires, et je vais m'arrêter là dans 30 secondes, en termes probatoires, ça veut dire qu'il y a du coup une grande incertitude. J'ai mis, alors je ne vous parle pas du carrefour de Chambéry, qui a 283 caméras pour 150 personnes. Là, on sent qu'il y a un peu d'abus. Bon. Mais est-ce que le nombre de caméras n'est pas excessif ? Est-ce que la vision des caméras n'est pas excessive en termes de vie privée ? C'est très relatif. Et si c'est relatif, c'est-à-dire qu'en termes de droit probatoire, s'il y a un film qui a filmé quelqu'un et qu'on me dit c'est excessif, ben moi je pensais que ce n'était pas excessif. Avant, la CNIL me disait c'est bon, c'est pas bon. Là, c'est à moi de voir si je suis dans les clous ou pas. Grande incertitude, côté salarié, côté entreprise. J'en termine par le consentement. Parce que là, si vous voulez, moi je suis professeur de droit, le consentement c'est le b.a.-ba. Pensez au droit du mariage. Bon, hein. Il y a des contrats essentiels sur le consentement. D'accord, hein. Et qui ne dit mot consent, ça c'est une aberration. Pensez au droit du mariage, tu dis rien, tu es marié, quelle horreur. Donc le consentement, c'est la base. C'est la base de tout le droit civil, de tout le droit commercial. Est-ce que tu as cum sans tirer ? Est-ce que tu as voulu avec ? Et là, on me dit, avec le RGPD, c'est le consentement systématique. Alors maintenant, faisons notre examen de conscience. Vous comme moi, le 28 mai 2018, j'ai eu 150 notifications. D'accord ? De tous les trucs dans lesquels j'étais, monsieur, virgule, RGPD, donnez-vous votre consentement. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai passé une demi-heure, 150, et j'ai passé les 22 pages, vous savez, et puis j'ai marqué « Oui, je consens, oui, je consens, oui, je consens, oui, je consens ». Parce que, et Google me renvoie maintenant, je ne sais pas s'il sait que je suis prof de droit, mais quasiment à chaque consultation, c'est « Est-ce que vous êtes d'accord ?» Bon.
je ne vais pas me farcir les 20 pages que m'envoie Google. Donc, en un mot, il ne faut pas fantasmer, conclusion, il ne faut pas fantasmer sur la protection du RGPD. D'accord ? Et c'est là où je partage à 100% la position de la CNIL, c'est d'abord une question de culture informatique et liberté. Une culture à avoir nous-mêmes, à donner à nos enfants. C'est que, et là je terminerai par un exemple, c'est juste un exemple parce que c'est toujours difficile pour un prof quand l'amphi éclate de rire quand vous dites quelque chose. C'est assez vexant, d'accord ? Tout d'abord, je vous signale que, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez quitté la fac, mais je fais cours à 700 personnes à Paris 1 et à 150 ingénieurs à l'école des mines. À Paris 1, je ne vois plus les têtes, je ne vois que des pommes. J'ai 700 pommes en face de moi. Non mais c'est spécial, hein ? Je ne vois personne. Hein ? J'ai 700 pommes. En termes de rapport pédagogique, c'est spécial. Hein ? Bon. Et je dis quelque chose, et les juristes, je suis prof de droit, les juristes partent du principe que j'ai raison. Ils ont raison. Et je leur explique, et je terminerai par là. Et c'est une vraie question. En un mot, il faut qu'on se parle. Les juristes, les RH et les SI, si on ne se parle pas, on est mort chacun dans notre domaine. Ça ne marchera pas, le RGPD. Donc j'explique d'un ton très docte, je suis payé pour ça, que si jamais il y a des courriers électroniques qui sont titrés privés, tu n'as pas le droit de l'ouvrir. Parce que c'est privé. Parce que mes juristes, même intervention, école des mines, tout l'amphi se marre. La même phrase. Cherchez l'erreur. 2, c'est ça qu'il faut comprendre. Le droit, il ne doit pas être stratosphérique. Il doit être appliqué, si j'osais vous le dire, il doit être vivant. Bon. Donc ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que m'ont dit ? Moi, je dis, écoutez, pourquoi cet éclat de rire général ? Et là, ils étaient gondolés, mais là, de dire, mais ça existe encore, c'est juridique par ce type. Vraiment, c'est pas possible, quoi. Bon. Monsieur le professeur, alors je dois vous dire, bon, manifestement, vous n'êtes pas des nôtres, mais bon, je vais expliquer. Alors, donc là, ils sont partis très très bas, ils ont dit, voilà, les courriers électroniques, si vous voulez, nous, des DSI, quand on lit les courriers électroniques sur Outlook, c'est-à-dire qu'on n'a pas le titrage et le texte, on a le titrage et le texte, on n'a pas à cliquer pour ouvrir, d'accord ? Quand je prends connaissance d'un courrier électronique, le texte est en dessous. Donc quand vous me dites, monsieur, si c'est marqué privé, ça veut dire que moi, je n'ai pas le droit de baisser les yeux, quoi. Voilà. Donc si vous voulez, ça nous fait rire. Deuxièmement, monsieur le professeur, on va vous dire la vérité. Quand on s'embête, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas regarder les dossiers professionnels et courriers professionnels. Bah, c'est jamais marrant, d'accord ? Bah, évidemment, on va commencer par aller voir le plus rigolo. Et le plus rigolo, évidemment, c'est le dossier marqué très très privé, parce que là, on sait qu'on va se marrer. Bon. Alors, c'est vilain, c'est horrible. Le recrutement sur Google, c'est horrible. Le recruteur, je me fais ami avec quelqu'un de Facebook, j'envoie une stagiaire sur Facebook pour faire copain, pour savoir si machin... Hein. C'est très, 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 très vilain. Ouh, que c'est vilain. Mais ça existe. D'accord ? Donc, c'est une question en amont. Le droit sera impuissant à réguler s'il n'y a pas une culture informatique et liberté. J'aimerais, si possible, rebondir très vite fait. Bien sûr, oui. Pour partager en fait cette analyse, effectivement, c'est beaucoup un problème de culture. Je pense que vous étiez nombreux ce matin en partant de chez vous à avoir fermé la porte de chez vous avec peut-être une clé. Ce qui est une considération peut-être de bon sens plutôt qu'une obligation légale. Il n'y a pas d'obligation dans le RGPD ou dans une autre norme qui vous dit que ce serait bien d'avoir une porte et peut-être bien de l'avoir protégée avec des serrures. Et c'est un peu la même idée en fait avec la protection des données personnelles. Évidemment, il y a le droit, il y a les usages, et si on fait soi-même un peu n'importe quoi avec ces données, il est difficile après de protéger en fait ces choses convenablement. Donc, on est beaucoup dans un problème de prise de conscience dans la société actuelle sur les enjeux, sur les risques, sur les choses qu'on peut faire soi-même pour limiter ces risques et pour se faire respecter, faire respecter ses droits. Mais c'est aussi la force du RGPD, et je rebondis du coup sur ce qui a été dit précédemment, c'est que d'une logique où les 50 ou 60 millions de personnes n'ont qu'une seule personne pour les protéger, d'une logique où on est protégé par une institution, on passe à une logique des obligations qui existent
de manière opposable devant les juridictions et que tout le monde peut faire fonctionner devant un juge, par exemple. Et c'est quelque chose de capital parce que quand vous avez une institution pour 60 millions de personnes, il est assez inévitable en fait que l'efficacité de la protection va en dépendre. Et c'est très différent quand vous avez un moyen vous-même obtenir la justice et obtenir en fait le respect de vos droits grâce à un instrument qui est fait pour. Donc effectivement, c'est beaucoup un problème de culture. C'est pour ça en fait que la CNIL est dans une optique d'accompagnement, de pédagogie, d'un effort de propagation en fait de ces valeurs. Et c'est aussi beaucoup une question de ce que vous faites vous-même, de la manière dont vous-même en fait vous faites valoir en fait ces choses-là, parce que effectivement les enjeux sont très importants. Aujourd'hui, on est dans une première génération des gens qui sont pleinement exposés, dont la vie privée, personnelle est pleinement exposée, pleinement informatisée, digitalisée. On va tous un jour mourir et on sera la première génération à mourir tout en gardant toutes nos traces électroniques. Nos enfants, nos arrière-petits-enfants, mais aussi les employeurs de nos enfants, les employeurs de nos arrière-petits-enfants vont avoir accès potentiellement à tout ce qu'on va laisser, nous, derrière nous. Et ça, c'est un phénomène dont on ne prend pas vraiment l'ampleur aujourd'hui. Nous ne sommes pas confrontés à ce problème. Nous, on a peut-être des enregistrements vidéo ou des photos qui traînent quelque part au fond d'un tiroir de ce que faisaient nos parents, nos grands-parents. Mais ce n'est pas du tout la même chose que ce qui va se passer d'ici 20, 30, 40, 50 ans où nos Facebook, nos Twitter, nos LinkedIn, nos participations au forum et nos boîtes aux lettres ne vont pas disparaître, ne vont pas s'effacer avec notre mort. Et ce genre de choses, ce genre d'impacts sociétaux, on n'a pas encore vraiment la pleine conscience de changement en fait, qui intervient. Et effectivement, c'est beaucoup un problème de prise de conscience et d'élaboration de bons réflexes pour faire face à ça. Effectivement, le droit ne résout pas tous les problèmes, mais en tout cas, on a aujourd'hui un instrument qui peut vous servir à faire respecter en fait, vos droits, indépendamment de l'intervention d'un tiers, en l'occurrence la CNIL, directement donc dans vos rapports avec les personnes qui traitent vos données. Et je crois que c'est une chose importante et il faut s'en servir. On a la chance en Europe d'avoir ce genre d'instrument. Ce n'est pas le cas partout. Merci. Oui. Et à la CFDT, la question de l'RGPD a été aussi une vraie question. Je me tourne vers Gwendal, qui a travaillé sur la question pour la CFDT cadre. C'est vrai que ça a été aussi un gros défi pour nos fichiers d'adhérents aussi à gérer.